Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée au début du nouveau chapitre de spécialité. Jusque-là, on avait vu premièrement on avait vu les matrices et comment résoudre des systèmes linéaires avec les matrices, c'était le premier chapitre. Ensuite, on a vu le chapitre 2, on a vu le graphe, on avait vu les bases sur les graphes et quelques trucs. En fait, le chapitre 3, on va continuer sur les graphes. Et donc, on va s'intéresser aux graphes pondérés et probabilistes. Alors, les graphes probabilistes, on verra ça après. Pour l'instant, en première partie, on va s'intéresser simplement aux graphes pondérés. Donc, en fait, c'est quoi en fait un graphe pondéré? C'est quelque chose en fait qui va représenter un peu une carte. Donc, plus précisément, on va regarder la définition et puis après, je vais vous donner l'idée que vous devez avoir en tête quand vous voyez un graphe pondéré. Donc, un graphe pondéré, c'est un graphe étiqueté dont toutes les étiquettes sont des nombres positifs. Donc, par exemple, vous voyez cet exemple-là. Là, on a un graphe et à chaque arête, on lui associe un nombre positif. Et en fait, vous pouvez essayer de voir ça comme une carte. Donc imaginez que par exemple vous avez une carte, du réseau routier de la France. Et donc on met une arête à chaque fois que deux villes sont reliées par une route. Et le nombre que vous associez à cette arête, ça va être la distance. Par exemple, je sais pas, on a une arête entre Paris et Rennes. Et la distance entre Paris et Rennes, c'est à peu près de 350 km. Donc on aurait une arête de poids 350. Donc le poids, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, quoi. Après, il y a d'autres exemples, mais l'exemple le plus simple, je dirais, l'exemple de base, c'est ça, c'est l'exemple d'une carte. Donc un graphe pondéré, on lui associe un nombre positif. Ce nombre positif, on l'appelle le poids. Maintenant, imaginons qu'on a deux arêtes qui ne sont pas reliées directement, mais qui vont être reliées par une chaîne. Donc si on revoit l'exemple d'une carte, il y a deux villes qui ne vont pas être reliées par une route, mais il va falloir prendre une succession de plusieurs routes pour aller de cette ville-là à l'autre. Et la distance entre ces deux villes, il faudra additionner la longueur de chaque route. Et c'est exactement ça le poids d'une chaîne. C'est la somme des poids de chaque chemin. Par exemple, imaginez, on regarde ce poids-là. Le chemin BCBA. Donc B, C, B, A. Et à chaque fois, pour avoir ce chemin, pour avoir le poids de ce chemin, il faut additionner le poids de chaque arête. Donc la première, ça fait 1. La seconde, ça fait 3. La troisième plutôt, ça fait 5. Donc on additionne 1, 3 et 5, qui est comme écrit là. Ça vaut 9. Et maintenant, imaginons qu'on fixe deux sommets. Et une plus courte chaîne entre deux sommets, ça va être une chaîne de poids minimal. Ou un chemin de poids minimal. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ma carte autoroutière, je vais avoir deux villes. Je vais essayer de chercher le chemin de distance la plus courte. Ça va être un peu ça mon objectif. Et donc, le diamètre d'un graphe, c'est la plus grande distance entre deux sommets. Donc c'est quoi la plus grande distance que je peux parcourir? Maintenant donc, je reviens sur la plus courte chaîne ou le plus court chemin. En fait, ça va vraiment être l'objectif de cette section de ce cours. C'est vraiment de savoir comment on peut avoir le plus court chemin dans un graphe. Sachant que c'est un problème, en fait, ce problème-là du plus court chemin, c'est un problème assez moderne et c'est un problème qui a beaucoup d'applications. Donc, par exemple, comme vous voyez dans une carte du réseau autoroutier, mais par exemple, si vous utilisez des applications, par exemple l'application Google Maps ou l'application de la RATP pour trouver votre chemin, ça veut dire vous rendre cette application, vous voulez d'un point A à un point B, elle vous donne la façon la plus rapide de se rendre à ce point B.
Mais en fait, ce genre d'application, ils vont utiliser des algorithmes qu'on appelle des algorithmes du plus court chemin, où vont trouver le chemin le plus court, vont essayer de trouver le chemin le plus optimal. Donc c'est un peu ce que je vais présenter. On va présenter un de ces algorithmes en fait. Donc c'est ce que j'écris là. Donc on essaie de trouver le plus court chemin entre deux sommets donnés. Et en fait on va partir sur l'exemple de ce graphe. Donc ce graphe pondéré. Et donc là le but c'est qu'on va partir du sommet D, on va arriver au sommet G. Et le but ça va être de trouver le plus court chemin qui part de D et qui arrive jusqu'à G. Et l'algorithme, donc il y a plusieurs algorithmes, hein, des algorithmes de plus court chemin, il y en a beaucoup parce que c'est un domaine de recherche très actif. Celui auquel on va s'intéresser, c'est l'algorithme de Dijkstra. Alors, juste pour information, donc Dijkstra, vous pouvez voir, c'est un mathématicien, un informaticien aussi, c'est surtout un informaticien à vrai dire. Ce genre de problème de plus court chemin, c'est surtout les informaticiens qui s'y intéressent, même si les mathématiciens s'y intéressent aussi. Donc Dijkstra, c'est un informaticien qui a vécu surtout au XXe siècle. Et ce qui est intéressant en fait avec Dijkstra, surtout, enfin, c'est quelqu'un de très intéressant, mais le plus intéressant, c'est que son algorithme en fait, voilà, c'est pas écrit, mais son algorithme, donc l'algorithme de Dijkstra, c'est un algorithme très récent. Enfin, très récent. Dans le contexte des mathématiques, c'est très récent. Ça a été, je crois que c'est 59. Alors, ça peut vous paraître vieux, 59, mais il faut savoir que en maths, quelque chose qui date des années 50, comme les maths, c'est une discipline qui a plusieurs siècles, quelque chose qui date des années 50, c'est quelque chose de relativement récent. Ça veut dire que ça a 60 ans maintenant. Et ça veut dire que c'est des maths assez modernes pour vous, parce qu'en général, les maths qu'on vous enseigne au lycée, c'est des maths, des concepts qui ont été découverts grand maximum au 19e siècle. Et souvent, c'est même plutôt au 18e siècle, voire avant. Et donc, c'est très rare, en fait, qu'on vous enseigne des choses nouvelles. Et là, c'est quelque chose quand même de relativement nouveau, en tout cas relativement contemporain. Et c'est assez rare, et donc c'est pour ça que je voulais le souligner. Là, ce qu'on vous enseigne en SP sur ce genre d'algorithme, c'est des choses qui ont été découvertes il n'y a pas si longtemps. Donc, bon, revenons au problème. Donc on a ce graphe, donc, et le but, c'est qu'on part de D, on part de G, et on essaye de trouver le plus court chemin donc, qui part de D et qui arrive à G. Et on va voir comment utiliser cet algorithme qui est l'algorithme de Dijkstra. Donc là, à la page suivante, donc déjà, voilà, on part de ce tableau-là. Donc dans ce tableau-là, à la première ligne, donc la première colonne, on met sommet, et ensuite on met tous les sommets. Donc en général, on commence là, on met le sommet de départ, et à la fin, on met le sommet d'arrivée. Et on va essayer, donc, je vous donne l'algorithme. Donc, un algorithme, je vous rappelle, c'est une suite d'instructions. Donc, je vous donne l'algorithme, il va falloir suivre ces instructions pour remplir le tableau. Et à la fin du tableau, on pourra trouver le plus court chemin et donner sa longueur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, là, normalement, j'ai un tableau. On va le remplir au fur et à mesure. Donc là, déjà, on va le remplir comme ça. On va remplir la première ligne comme ça, donc. Sommet D, A, B, C, E, F, G. Voilà. Donc là, j'écris le sommet. Donc D, A, B, C, E, F, G. Et on va suivre les instructions. Donc quelles sont les premières instructions? Donc ça, c'est ce que je viens de faire. Placer tous les sommets du graphe dans la première ligne d'un tableau. Sur la deuxième ligne, mettre donc le départ dans la colonne sommet et écrire le coefficient 0D sous la colonne D. Donc on met le départ, on met D, on met 0D. Ah, alors quelque chose que j'ai pas précisé.
c'est que là, j'enlève tout ce qui est en dessous. Donc je barre tout ce qui est en dessous. Là, je ne l'avais pas précisé. Je modifierai le PDF pour le préciser, mais quand on met 0D, en dessous de la colonne D, on barre. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on utilisera un sommet, on barrera ce qui est en dessous parce qu'on ne veut pas repasser plusieurs fois par le même sommet, puisqu'on cherche un chemin le plus court possible. Un chemin le plus court possible, ben, ça n'a pas de sens qu'il repasse 2 fois par le même sommet. Si je veux aller de A à B et que je passe 2 fois par la ville C dans mon chemin, c'est qu'il y a un souci, c'est que je peux faire plus court. Alors, sous chaque sommet X relié à D, écrire le poids de l'arête en reliant X à D en mettant D en indice. Par exemple, si X est relié à D avec une arête de poids 3, une petite faute là, je corrigerai, on écrit 3 indice D sous la colonne X. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, on va revenir sur le dessin du graphe. Donc, on cherche tout ce qui est relié à D. En fait, je devrais être plus précis. C'est tous les sommets tels que dès le départ et le sommet et l'arrivée. Donc là, il y a quoi comme possibilité? Donc il y a A qui a pour une arête qui a pour départ D et B aussi. Il y a juste A et B. Le reste n'est pas relié. Donc on le fait. Donc, et on met le poids. Donc par exemple, A, l'arête est reliée à 3, donc on met 3. Donc on met 3 et on nous dit de mettre l'indice D. Donc on met 3D. Ensuite, B. B, donc il y a une arête qui va de D à B. Et il faut mettre 12. Donc on met 12. On met 12 et on met 12D. Et ensuite, l'instruction suivante, c'est quoi? Donc on revoit le tableau des instructions. Mettre infini sous les autres sommets. Donc, c'est pas ça, c'est ça. Infini, ça veut dire que pour l'instant, c'est une distance infinie, puisque ça veut dire qu'on ne la connaît pas en fait. Infini. Voilà. Maintenant, on relit pour passer à la suite. Donc ça, c'était l'étape 1. Maintenant, on passe à l'étape 2. Sur la dernière ligne écrite, repérer le sommet X de coefficient minimal. Donc on le fait. On regarde. Ouais, encore une fois, ouais. Je vous modifierai le PDF parce qu'il y a quelques imprécisions. Donc on ne compte pas D. On ne compte pas D parce que D, on a déjà travaillé dessus. Donc là, A par D, c'est quoi le coefficient? Enfin, le sommet qui a un coefficient minimal, bah, c'est le coefficient A qui a 3. Donc, on a repéré, c'est A. Là, je vais surligner. Commencer une nouvelle ligne, mettre X sous la colonne sommet et rayer toutes les cases vides sous X. Donc là, X, dans notre cas, ça représente A. Donc là, on commence une nouvelle ligne, on met A sous la colonne sommet et on raye toutes les cases en dessous. Parce que on utilise le sommet A, là, on ne va pas repasser par A. Donc on continue, on lit. Pour chaque sommet Y adjacent à X, calculez la somme P du coefficient de X et du poids de l'arête reliant X à Y. Alors, on va regarder. Il faut monter. Donc là, le coefficient X, c'est 1, je rappelle. Donc pour chaque sommet adjacent à A, donc en fait, adjacent, ça veut dire les sommets qui ont pour départ A. Enfin, qui ont une arête qui ont pour départ A. Donc là, les seuls sommets qui sont adjacents à A, c'est F et C. On doit calculer quoi? La somme du poids de l'arête et du coefficient. Je rappelle, le coefficient dans le tableau, c'est 3. Donc par exemple, là, C, c'est 5. Donc là, ce qu'il faut remplir dans le tableau, c'est 5. Enfin, ce qu'il faut calculer pour l'instant, c'est 5 plus 3, c'est 8. Là, F, c'est 35. F, c'est 35 plus 3, ça fait 38. Donc par exemple, on va se concentrer sur C. C, c'est 5 plus 3, ça fait 8. Donc, là donc,
notre algorithme, X, ça représente A, et Y, ça représente C. Donc là, il y a deux possibilités. Donc on a calculé la somme. La somme P, là, elle vaut 8, puisque ça fait 5 plus 3. Si P est strictement inférieur au coefficient actuel de Y, inscrire P indice X. Sinon, inscrire le coefficient de Y. Donc, là, on a C. Je rappelle, à C, on a calculé, ça fait 8. 8, on considère que c'est plus petit que infini. Hein. Donc là, on inscrit 8. Et on met A en indice. Maintenant, l'autre sommet qui était relié à A, c'est F. F. Donc on avait de A à F, ça fait 35. Il faut rajouter le coefficient de A, ça fait 3, ça fait 38. Donc 38, 38 c'est plus petit qu'infini. Donc on met 38A. Donc là on a rempli. Et maintenant on passe à la suite des étapes. Qu'est-ce que ça nous dit de faire maintenant? Compléter la ligne par les coefficients de la ligne précédente. Donc là on a juste à recopier. Donc là, il nous manque 3 cases vides, ben on recopie ce qui est en haut. Donc là, on remet 12D. Là, on remet infini. Et là, on remet infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'il reste des sommets non sélectionnés, recommencer à l'étape 2. Sinon, passer à l'étape 5. Ben là, il nous reste des sommets non sélectionnés, donc on recommence à l'étape 2. Donc on recommence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va regarder cette ligne. On va regarder le sommet qui a la case la plus petite. Donc là, c'est le sommet C. Juste sur ligne. Bien mettre en évidence. Et donc là, on met C. Je fais un C propre. Un C propre. Voilà. Maintenant, bah on refait comme avant. On va regarder tous les sommets qui sont reliés à C. Et on va compter. Donc là, le coefficient à C vaut 8. Donc à chaque fois des arêtes, on va faire plus 8. Donc on revient sur le graphe. Donc c'est là, on regarde, il est relié à E et à F. Donc de C à E, ça fait 10. Plus 8, ça fait 18. On regarde. Donc là, E, il vaut infini. Donc 18, c'est plus petit que l'infini. Donc on met 18. On n'oublie pas de mettre le C. Donc ensuite, on a un chemin de C à F. De C à F, ça vaut 8. On n'oublie pas de rajouter la valeur de C qui vaut 8. Donc ça fait 8 plus 8, ça fait 16. Donc on met 16. Donc ça, c'était de C à F. On remet là. Donc là. Et puis on recopie ensuite le reste. Donc là c'est infini. Là c'est... Ah oui, j'ai oublié, bien sûr. On barre tout ce qui est sous C. Attention. Et là on recopie 12D. Maintenant, on recherche le coefficient le plus petit, là c'est 12. Voilà, donc on met, donc c'est la colonne B, on met B. On barre tout ce qui est sous B. Et maintenant, on fait la même chose, on regarde à quoi est relié B dans le graphe. Donc là, on part de 12, donc on va additionner 12 à chaque arête. Donc B est relié à C et B est relié à E. Donc là, ça vaut 9. On rajoute 12 de B à C. Ça fait 21. Donc on retient 21. On regarde dans le tableau. Non, justement, excusez-moi, là c'est une erreur. Attention, on ne s'intéresse pas à C parce que c'est déjà barré en fait. On peut s'intéresser que à E et à F. Puisque c'est E, F et G. C'est tout ce qui nous intéresse. Mais B n'est relié ni à F ni à G. Donc on ne s'intéresse qu'à E. À E c'est 15. C'est 15.
mais il faut rajouter 12, ça fait 27. Mais 27, c'est plus grand que 18. Donc, on ne change pas. On remet 18. Il faut que ce soit plus petit pour qu'on puisse changer. Et là, on n'est pas relié, donc on recopie. Et là, quel est le coefficient le plus petit? C'est le coefficient f qui vaut 16. Donc là, on met f. Donc on barre sous f. Et on regarde à quoi est relié f. Donc f est relié seulement à g. Et l'arête vaut 13. Donc ça fait 16. On rajoute 13, ça fait 29. Donc là, et comme là on a l'infini, 29 c'est plus petit que l'infini, donc on met 29. Et on n'oublie pas de mettre f en indice. Voilà. Et e, ben voilà. Ça fait, on ne change pas, ça fait 18c. Maintenant, pareil, on re-regarde le plus petit. Le plus petit, c'est e. Donc, on met e. Et on regarde à quoi est relié e. Donc, e vaut 18. Donc, à chaque arête, on va rajouter 18. E est simplement relié à g. Avec une arête qui vaut 14. Si on rajoute 18, ça va faire 32. Mais 32, c'est plus grand que 18. Donc, enfin, 32, c'est plus grand que 29. Parce que là, e, là, on s'en fiche. E, c'est relié à g en 32. Mais 32, c'est plus grand que 29. Donc, on met toujours 29. Voilà. Et là, le seul qui nous reste, c'est g. Donc là, on est arrivé. Là, on ne peut plus avancer parce qu'il ne nous reste qu'une seule arête, qui est l'arête d'arrivée, qui est G. Et donc, là, on met G. Enfin, là, on met rien, en fait. On met rien. Là, on entoure. Le chemin de longueur minimale, forcément, est de longueur 29. Donc, et en plus, comment on trouve ce chemin? Donc, on a 29F. Donc, en fait, on va commencer à l'envers. En fait, c'est pour ça qu'on a fait tous ces indices-là. Ça va être pour retrouver le chemin. Donc là, on arrive à 29F. Donc là, on met G. On va remettre le chemin à l'envers. Et comme on a F sur l'indice, là, on va mettre une arête de F à G. Maintenant, on va à la colonne F. Là, vous voyez bien, on a un 16C. Donc, ça veut dire qu'on a un C. On met de C à F. Maintenant, on va à la colonne C. C, c'est relié à A. Donc, on met A. Parce qu'on a A en indice. Ensuite, on va à la colonne A. Et A est relié à D. Donc, le chemin le plus court, c'est ça. Il peut y en avoir plusieurs, mais en tout cas, un chemin le plus court. Et il est de longueur 29. Donc là, c'est ce que j'explique dans le PDF, là. C'est le même tableau le tableau qui est là, c'est le tableau que j'ai obtenu. La différence, c'est que là, j'ai expliqué étape par étape. Là, j'explique ce que je viens de dire, ça veut dire comment retrouver le chemin. Donc, DACFG, DACFG, donc c'est vraiment, ça correspond. Et donc, voilà pour l'algorithme. Donc, en gros, donc, première étape, enfin, au départ, on remplit la première ligne avec les sommets. Ensuite, on met le sommet de départ. On met 0 sous le sommet de départ et on barre tout ce qui est en dessous. On met les sommets qui sont reliés au sommet de départ avec leur coefficient et on met l'infini sur tout le reste. Ensuite, seconde étape, on prend le sommet qui a le plus petit poids qui est relié au sommet de départ. Donc là, c'est A. On met A sous la colonne sommet et on fait la même chose. C'est-à-dire que là, je vais chercher tous les sommets qui sont reliés à A.
là, sauf que là, la différence, c'est qu'on additionne les valeurs des poids. Donc là, c'est ce que je fais. Donc il y a B, C et F qui est relié à A. Et le reste, je recopie. Et puis une fois que j'ai fait ça, je grise tout ce qui est sous A. Puis bis répétitia. Là, on recherche le plus petit. Le plus petit, c'est 8. On met C, etc., etc. Et à la fin, la dernière case que l'on trouve, donc ça va être la longueur du chemin le plus court, oui, c'est ça. Et pour le retrouver, ben, on retourne à l'envers. Donc là, on a rempli toutes les cases sous G. Et la dernière case sous G, c'est 29F. Donc on part de G, puis on retourne à F, puis de F, on retourne à C, puis de C, on retourne à A, puis de A, on retourne à D. Voilà. Donc voilà pour l'algorithme. J'espère que l'explication aura été claire pour vous. Maintenant, je vous ai aussi donné, comme vous le voyez, un exercice à rendre. Donc c'est l'exercice 45, page 81. C'est cet exercice-là. Donc c'est juste, en fait, je vous demande d'appliquer l'algorithme sur un autre graphe. Donc vous avez un autre graphe ACDEFS. Donc il y a EG. Donc là, il y a 7 sommets. Il y a des poids. Et donc, je vous demande de trouver le plus court chemin. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de simplement m'écrire le plus court chemin, sinon l'exercice, vous pouvez me le rédiger en une ligne. Je vous demande de me faire le tableau. Donc vous me rédigez le tableau. Vous faites, donc là, E c'est le sommet de départ, S ce sera le sommet d'arrivée. Vous mettez le reste entre les deux. Et vous essayez de résoudre l'algorithme. Donc c'est à rendre pour mardi prochain. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Au revoir et bon week-end.